Le 30 juin. Un message est arrivé concernant la mort inexpliquée d'une personne qui avait personnellement dirigé le blocus du détroit d'Ormuz. L'une des personnes les plus influentes du corps des gardiens de la révolution islamique. La version officielle parle d'un accident de voiture. Je vais expliquer pourquoi il est difficile, voire impossible d'y croire. Mais dans ce contexte, l'affrontement des groupes kurdes et forces de la force Al-Quds à l'intérieur de l'Iran. Évidemment, des postes de contrôle autour de Téhéran et des signes que le régime perd le contrôle de son propre pays. Parallèlement, l'Iran a publiquement refusé aujourd'hui toute négociation avec les États-Unis, et Israël a déclaré qu'il était prêt à reprendre les bombardements seul. Mais aujourd'hui, je veux vous raconter quelque chose de plus. Une histoire que tout le monde connaît, mais que peu connaissent vraiment. Tout le monde en connaît les grandes lignes, mais peu en connaissent les détails. Il s'agit de l'histoire d'un peuple qui a vécu en Russie pendant 2000 ans. Dépendant en général de la bonne volonté des autres, comment, à partir des cendres de 6 millions de morts, un État a été créé qui, dès le premier jour, ce n'est pas une figure de style. Dès le premier jour de son existence, il a dû se battre pour le simple droit de vivre. Et pourquoi aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreuses décennies, Israël a une réelle chance de changer la situation une bonne fois pour toutes. Mais les détails un peu plus tard. Dans cette vidéo, l'histoire de 2000 ans de dispersion, la Shoah, la naissance d'Israël. 70 ans. Un terrorisme incessant et une guerre de l'information financée par l'argent du pétrole, bien sûr. Et pourquoi la jeunesse occidentale croit ce qu'elle croit. Ce qui a stupéfié tous les Israéliens. Le 7 octobre comme un moment qui a arraché le masque. La principale nouvelle d'aujourd'hui, c'est la mort mystérieuse du commandant du CGRI, responsable du blocus d'Ormuz. L'instabilité interne de l'Iran, les affrontements, les barrages et la panique du régime. L'erreur de calcul de l'Iran sur le calendrier interne américain, et comment cela change complètement la donne. Et pour finir, une conversation avec le général de brigade Amir Avivi, fondateur de l'IDSF, sur la situation actuelle. Et pourquoi il ne faut pas laisser passer ce moment historique. Donc, 2000 ans, j'ai appelé cela l'histoire de la vulnérabilité. Pour comprendre la situation actuelle, il faut savoir d'où tout cela vient. Pendant près de 2000 ans, le peuple juif a vécu sans sa propre terre, c'est-à-dire dispersé à travers le monde, totalement dépendant de l'attitude des peuples parmi lesquels il se trouvait. Deux branches distinctes ont émergé, avec des langues, cultures et destins différents. Les Ashkénazes sont les Juifs d'Europe centrale et orientale, qui parlèrent le yiddish et ont créé une culture très riche dans des conditions de pression constante, de pogroms, de restrictions et de ghettos. Et les Séfarades sont les Juifs des pays arabes et de la péninsule ibérique, qui parlèrent le ladino. Intégrés dans un contexte culturel totalement différent, mais tout aussi privés de leur propre État et de leur propre protection. Deux groupes d'un même peuple, deux mondes, une vulnérabilité commune. Cette vulnérabilité s'est révélée dans toute son horreur au milieu du XXe siècle. L'Allemagne nazie a pris une décision cynique selon sa propre logique, leur pragmatisme. Il fallait éliminer les Juifs et redistribuer leurs biens au profit des Allemands. Eh bien, le Parti ouvrier socialiste allemand a commencé à agir. Au début, ils ont tenté de vendre les Juifs à d'autres pays. Personne ne les a achetés. Ils ont essayé de les expulser. Personne ne les a acceptés. Et alors le régime est arrivé à une conclusion monstrueuse. Puisque personne n'en veut, nous allons les exterminer. Environ 6 millions de Juifs ont péri lors de la Shoah, soit un tiers de la population juive mondiale de l'époque. Ce n'était pas simplement une catastrophe. C'était la preuve que l'existence sans État propre, pour tout un peuple, signifiait vivre entièrement à la merci de quelqu'un d'autre. Des étrangers. C'est cette prise de conscience qui a mené à la principale conclusion politique de l'époque. Il faut une terre. Il faut un lieu où les Juifs puissent donc venir et l'appeler leur, de plein droit, sans dépendre de personne. La communauté internationale, par l'intermédiaire de la Société des Nations, en est venue à comprendre qu'un tel endroit devait être attribué. Après de longues discussions, la décision a été prise en faveur de la terre d'Israël. Là où les Juifs aspiraient depuis ces 2000 ans, où ils priaient. De quoi priaient-ils ?
Pour le retour, chacun au moins une fois par an, et les juifs religieux chaque jour. L'an prochain à Jérusalem. L'année prochaine à Jérusalem. Au moment de cette décision, une population mixte y vivait. Il y avait des juifs, des arabes, des chrétiens. Par arabes, on entend aussi bien les musulmans que les druzes, tous. De plus, la présence juive était déjà significative, bien qu'elle ne constituait pas la majorité. La Grande-Bretagne a reçu un mandat de la Société des Nations pour organiser un État juif. Lord Balfour a rédigé une déclaration qui est devenue la base politique de tout ce qui a suivi. Mais la réalité de la période du mandat était différente. La Grande-Bretagne promettait une chose en parole, mais en réalité elle faisait tout pour empêcher l'émigration juive. Les navires transportant des survivants des camps nazis étaient refoulés. Des personnes ayant survécu à la Shoah et pensant avoir trouvé un chemin vers la vie mouraient au large des côtes qu'on ne leur permettait pas d'atteindre. C'est sans doute l'une des pages les plus importantes et amères de cette histoire. Je vais vous dire quelque chose de concret et d'intéressant. Les détails suivront. En 1948, l'État d'Israël a été fondé. Et le même jour, plusieurs armées l'ont attaqué en même temps. Personne n'a aidé. En revanche, ceux qui voulaient détruire Israël dès les premières heures de son existence ont reçu une aide très active, des armes, de l'argent et des hommes. Et ce schéma fonctionnait selon la même logique, jusqu'à aujourd'hui, avec de l'argent, des armes, des hommes. En mai 1948, l'État d'Israël a été proclamé, littéralement le même jour. Des attaques de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie, de l'Irak et du Liban. Les armées de 5 États sont entrées de différents côtés avec un seul objectif, détruire le pays avant qu'il n'ait le temps de se mettre sur pied. Les assaillants recevaient armes, argent et soutien politique, y compris de l'Union soviétique, puis des monarchies arabes, puis de l'Iran. Israël a survécu, mais ce n'était que la première guerre. Ensuite, 1956. La crise de Suez, 60-1967. La guerre des 6 jours. L'Égypte, la Jordanie et la Syrie se préparaient de nouveau à détruire Israël et ont de nouveau essuyé une riposte militaire en 6 jours, puis vient 1973. La guerre du Kippour. L'Égypte et la Syrie ont attaqué le jour le plus sacré du calendrier juif. Pendant que le pays jeûnait et priait, ils ont failli percer les défenses. Liban 80, 1982. Liban 2000-2006. Gaza encore et encore et encore. 2008, 2000-2008. 2012, 2014, 2021. Mais entre les grandes guerres, et c'est quelque chose dont on parle rarement à voix haute, il n'y a pas eu une seule année paisible, pas un seul mois tranquille. Je dirais même pas une seule semaine paisible. Aucune. Imaginez, vous prenez le bus pour aller au travail à Jérusalem. Une journée ordinaire, un trajet habituel, et soudain une explosion. Un homme avec une ceinture de kamikaze s'est fait exploser dans les toilettes, au centre du bus. 23 personnes sont mortes, 90 blessés. C'était en 1996, ligne numéro 18. Ce n'était pas un cas isolé. Cela se répétait sans cesse. Marchés, cafés, discothèques, pizzerias, bus, centres commerciaux, écoles, jardins d'enfants. À chaque fois, des gens ordinaires menant leur vie. Un homme entré dans une maternelle, sortait une mitraillette et commençait à tirer sur les enfants. L'intifade des années 90 et 2000 a coûté la vie à plus de 1000 Israéliens, pas seulement lors d'attentats. C'est l'équivalent, à l'échelle du pays, de plusieurs attentats de l'ampleur du 11 septembre les uns après les autres. Mais il existait aussi une tactique plus sophistiquée. Les combattants, comme le Hamas ou le Hezbollah, installaient en leur position de tir, leurs lance-roquettes, leurs dépôts d'armes et leurs postes de commandement. Délibérément. Sous les écoles, les hôpitaux, les jardins d'enfants, les mosquées. Pas parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit, mais parce que c'était une stratégie délibérée. Le calcul est d'une simplicité cynique. Si un obus de riposte touche une école, et le monde entier voit l'image, les militaires israéliens bombardent nos enfants et ceux des Arabes. Et c'est là que commence une histoire qu'il faut raconter séparément. Parallèlement aux roquettes et aux ceintures de kamikazes, une autre guerre faisait rage, une guerre de l'information. L'argent du pétrole des monarchies arabes et du régime iranien. Pendant des décennies, ils ont financé des départements universitaires en Occident. Des organisations se présentant comme défenseurs des droits de l'homme. Des projets médiatiques, des programmes éducatifs. Tout cela dans un seul but, façonner un récit dans l'esprit de la jeunesse occidentale. Israël est l'agresseur.
Les Arabes, qu'ils soient un Palestinien ou non, sont des victimes de l'occupation et du colonialisme israélien. Et non pas 70 ans de tentatives de détruire le seul État juif de la planète. Voici comment cela fonctionnait. Des combattants tirent sur des villes israéliennes depuis un quartier résidentiel. Israël riposte. Les caméras sont installées à l'avance. Les journalistes savent déjà où regarder. Images de maisons détruites, d'enfants qui pleurent. Titre : Israël bombarde la population civile. Contexte : qui a tiré en premier ? D'où ? Pourquoi ? Rien ne rentre ni dans le titre, ni dans l'article, pour une raison quelconque, et cela se répète des centaines de fois depuis des décennies. Au final, un jeune homme à Londres, Berlin ou Los Angeles se forge une conviction absolument ferme. Israël est horrible. Les Arabes souffrent. Les enquêtes sociologiques menées dans les universités américaines montrent qu'une part importante des étudiants de la génération Z croient sincèrement qu'Israël est un État agresseur qui mène des nettoyages ethniques. Ces mêmes étudiants, pour la plupart, ne peuvent pas dire ce qu'est le Hamas, ce qui est écrit dans sa charte, ce qui s'est passé le 7 octobre en détail, ou pourquoi il n'y a pas eu d'élection libre à Gaza depuis 2006. Et ce n'est pas une ignorance accidentelle. C'est la réalité. C'est le résultat d'un travail ciblé de plusieurs années, financé par des fonds étrangers, sur leur conscience. Ajoutez à cela le mécanisme de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui recevait un financement occidental et maintenait le statut de réfugié. Pas seulement pour ceux qui ont quitté leur maison en 1948, mais aussi pour leurs enfants, petits-enfants et descendants jusqu'à la 5e génération. Nulle part ailleurs, le statut de réfugié n'est défini ainsi. C'est une règle unique, créée spécialement pour que le problème ne soit jamais résolu. Parce qu'un problème non résolu donne une raison de continuer le financement, mesdames et messieurs, et le récit d'un peuple souffrant sans fin, dont Israël, les Juifs, sont tenus pour responsables. Pendant ce temps, les Palestiniens ont vécu des décennies dans des camps, sans droit civique ni passeport, au Liban, en Syrie, au Koweït. Ce n'est pas parce que Israël ne leur donnait pas, mais parce que les gouvernements arabes refusaient délibérément de les intégrer, les gardant comme moyen de chantage politique. On utilisait ces personnes comme des pions. On a désigné Israël comme coupable. Des milliards ont été dépensés. C'est précisément pour cette raison que le 7 octobre est devenu le moment qui a fait tomber le masque. Lorsque l'attaque a été documentée par les assaillants eux-mêmes, lorsque des vidéos montraient devant la prise d'otages, les meurtres de civils, la jubilation face aux passages à tabac, aux viols, aux mutilations, au fait de jeter des enfants dans des fours. Tout cela s'est retrouvé en accès libre, il est devenu impossible de le nier. Les mots « du fleuve à la mer » ont reçu leur définition visuelle. Ce n'est pas un slogan politique, c'est littéralement ce que font les gens lorsqu'ils en ont l'occasion. Et c'est précisément cela qui a changé la suite des événements. Parlons d'une mort totalement inexplicable et mystérieuse de l'un des dirigeants des gardiens de la révolution en Iran. Message officiel iranien. Le vice-représentant du guide suprême au sein du CGRI, Mohamed Akbari, l'homme qui supervisait personnellement le blocus du détroit d'Ormuz et les attaques contre les navires marchands, est décédé dans un accident de voiture sur une route de la province de Kerman. Eh bien, personnellement, je n'y crois pas vraiment. Que font les États en guerre ? Eh bien, entre ces opérations, oui, ils passent à des opérations secrètes. Des explosions et incendies mystérieux là-bas. Nous avons vu ce schéma à plusieurs reprises, même avant la guerre ouverte. C'est justement la personne responsable du coup le plus douloureux à l'économie mondiale qui vient de mourir. Le blocus d'Ormuz, s'agit-il d'une élimination ciblée ? Ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant. Ce n'est pas un fait, mais équivaut à l'élimination d'un commandant de flotte en guerre. Un coût colossal pour le régime qui est déjà au bord de l'effondrement. Qui tenez-vous pour responsable ? D'ailleurs, écrivez-le dans les commentaires. En ce moment, la situation est tendue à l'intérieur de l'Iran, même pour le régime lui-même. Plusieurs jours durant, des affrontements armés ont opposé les Kurdes au CGRI dans la province de Kermanshah. Avec des pertes parmi le personnel du corps, ce n'est pas un épisode dû au hasard. Les fissures internes éclatent au grand jour sous la forme d'affrontements armés directs avec les forces de sécurité.
Le témoignage le plus éloquent de la panique du régime, c'est ce qui se passe autour de Téhéran. Des postes de contrôle ont été installés qui tentent de contrôler l'entrée et la sortie de la capitale. Un gouvernement qui est sûr de contrôler le pays ne fait généralement pas ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est le comportement d'un pouvoir qui craint quelque chose. Mais quoi? De sa propre population. Et ils ont raison d'avoir peur. Voilà, eh bien aujourd'hui il y a aussi eu une déclaration. Donc deux réalités opposées. L'Amérique et l'Iran ont fait, disons, des déclarations au sujet des négociations. Ces deux parties décrivent la même situation de manière complètement opposée. Le ministère iranien des Affaires étrangères. Il n'y aura aucune négociation avec la partie américaine à aucun niveau dans les prochains jours. Et la présence de représentants américains au Qatar n'a absolument aucun lien avec la délégation iranienne. Nos représentants s'y sont rendus, mais ce n'est pas une rencontre. Techniquement, cela n'a pas eu lieu. C'est un refus public et démonstratif du simple fait du dialogue. En parallèle, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que l'Iran bloquerait les navires qui, selon eux, n'acquittent pas de droits de douane et n'empruntent pas les eaux iraniennes. Eh bien, c'est-à-dire, une seconde. Là-bas, ce ne sont même pas des eaux iraniennes. Et ensuite, quel est le droit de douane? C'est une menace directe de continuer exactement ce qui, la semaine dernière, a forcé les États-Unis à effectuer à nouveau des frappes aériennes. Des frappes aériennes. J'ai du mal à parler, ma bouche s'en mêle. Donald Trump a déclaré le même jour, la rencontre à Doha pourrait avoir lieu. Elle est peut-être importante ou non. Et la guerre est pratiquement gagnée militairement. L'objectif de D est la dénucléarisation de l'Iran. Et Israël a ajouté une troisième dimension à ce mélange. Le ministre de la Défense Katz a déclaré « Tsahal est prêt pour une opération indépendante et contre l'Iran à tout moment. » Sans participation américaine, avec des cibles déjà préparées. Nous savons déjà exactement pourquoi frapper. Nous avons déjà établi la cible. Il n'existe aucune équation dans laquelle nous accepterions qu'Iran tire sur Israël. Ils essaient donc d'expliquer que si un missile est lancé, ils répondront. Honnêtement, si Israël frappe seul, l'Iran répondra presque à coup sûr contre des cibles militaires américaines. Aux yeux de Téhéran, Israël décide seul, je ne sais pas, il prive d'un partenaire. En somme, une frappe israélienne seule implique de fait les États-Unis, même sans leur engagement officiel. Dans le même temps, la partie américaine met ostensiblement en avant sa présence. CENTCOMU a préparé le reportage. Quand cela a-t-il eu lieu? Oui, hier. À propos de la visite du commandant au Liban, c'est une information à part. Plus de 50 000 militaires américains opèrent dans toute la région. La veille, une photo montrait la 82e division aéroportée lors d'exercices militaires au Moyen-Orient. Eh bien, est-ce une coïncidence? Non. Eh bien non. C'est un signal de Téhéran. Où que vous soyez, vous n'êtes pas parti. Nous sommes prêts à recommencer, n'importe quand. Maintenant, l'Iran a commis une erreur de calcul. Une telle erreur de calcul dans les négociations. Et cela, en fait, aussi étrange que cela puisse paraître, je vais vous l'expliquer maintenant, est un point clé et jusqu'à présent sous-estimé de toute cette histoire. Du chaos qui se passe en ce moment. L'administration de Trump avait une date interne. Elle n'était pas liée à l'Iran, mais aux élections américaines, à la politique intérieure. Donc la date était approximativement la mi-juin. C'est alors qu'il était prévu de concentrer toutes les ressources politiques sur la politique intérieure. Travail sur l'inflation, préparation aux élections de mi-mandat, diffusion de documents sur les activités du Parti démocrate. Le schéma est simple, non? Clore rapidement la question iranienne et avoir les mains libres pour la campagne politique intérieure. Ce délai est passé. Sans accord. L'Iran comptait là-dessus. Donc, la logique était la suivante. Tant que l'administration doit rapidement clore le dossier iranien, le temps joue en notre faveur. On peut traîner pratiquement jusqu'en octobre. Accepter, annuler, accepter de nouveau. Poser de nouvelles conditions. Obtenir de plus en plus de concessions. Parce que plus on s'approche des élections, plus Washington sera prêt à faire des concessions. Mais c'est là qu'ils ont commis une erreur fondamentale. Tant que l'échéance de juin n'était pas passée, le Parti républicain espérait une résolution rapide de la question iranienne. Cela donnait à Téhéran un véritable levier. Dès que l'échéance est passée sans accord, la situation a fait un virage à 180 degrés.
Cette fenêtre temporaire, pendant laquelle il était possible de se recentrer calmement sur les enjeux intérieurs, n'existe plus, physiquement. Et avec cette fenêtre, la motivation d'agir a également disparu, prudemment, pour la préserver. On est passé à l'option B. L'Iran était convaincu qu'en gagnant du temps, il liait les mains de Trump. Il semble plutôt que ce soit l'inverse qui se soit produit. L'Iran a franchi le point de non-retour. Le plan A est terminé. Annulé, il n'a pas fonctionné, jeté, à la poubelle. Et maintenant, au contraire, les mains de l'Amérique sont déliées. Il ne s'agit plus de ralentir les choses. L'impact sur les élections n'est plus la question. C'était la logique jusqu'au 15 juin. Maintenant, la question est de savoir ce que Washington peut obtenir par d'autres moyens, moins diplomatiques et plus douloureux pour Téhéran. Eh bien, puisque le régime allégé est quand même de 40. Et maintenant, pour ceux d'entre vous qui ont un lien personnel avec Israël, des proches, des amis, un attachement de longue date à ce pays. J'ai écouté aujourd'hui le général de brigade Amir Avivi, un homme qui a créé l'IDS-IDSF. C'est un centre d'analyse, et il voit la situation de l'intérieur à un niveau qui n'est accessible ni à moi, ni à vous, ni à la majorité des commentateurs. Et ce qu'il dit est à l'opposé du sentiment de désespoir que beaucoup de médias essaient d'imposer en ce moment. Je veux que vous l'entendiez. Voici une conversation avec le général Avivi sur ce qui se passe réellement. Je vais essayer de vous raconter, pour ainsi dire, au plus près du texte. Lorsque le mémorandum a été signé entre les États-Unis et l'Iran, la première réaction de beaucoup en Israël a été le sentiment que quelque chose s'était passé dans leur dos et, pour ainsi dire, un coup de poignard dans le dos. N'est-ce pas ? L'Iran et le Liban ont été réunis. Rien ne se passe comme prévu. Je me souviens que beaucoup d'entre vous qui suivez mes analyses ont également écrit à ce sujet à l'époque. Le général Avivi le dit franchement. Lui-même, au début, a ressenti quelque chose de similaire, puis il a regardé de plus près et a vu quelque chose de fondamentalement différent. Exactement ce dont je vous parlais à ce moment-là. Pour la première fois dans l'histoire, le gouvernement libanais a déclaré publiquement « Nous voulons une normalisation avec Israël ». Messieurs, c'est la première fois dans l'histoire, enfin dans l'histoire moderne, depuis la création de l'État d'Israël. Pour la première fois. Avec un Israël uni et indivisible. C'est-à-dire quoi ? Ils nous ont reconnus, on dirait bien. Certains pensent que c'est évident, mais ils ignorent ce qui s'est passé durant ces 78 ans. Israël et les Juifs n'étaient pas vus comme des êtres humains. Ils n'ont pas le droit d'être sur la Terre sainte. Ils n'ont pas le droit de se défendre. Ils n'existent pas en tant qu'État dans l'esprit des gouvernements voisins. Et soudain, voilà. Pour la première fois, le droit d'Israël d'être présent est officiellement reconnu, et pas seulement n'importe où, mais dans le sud du Liban. Jusqu'à ce que toutes les formations armées soient désarmées. Oh là là. Il a été reconnu non pas seulement le droit à l'existence, ni seulement le droit à l'autodéfense. Il a été reconnu le droit à l'autodéfense active, le droit de prévenir une attaque. Même les Européens, excusez-moi, ne font pas cela. Des créatures ignobles. Ils parlent beaucoup mais craignent d'écrire quoi que ce soit et dépendent totalement de leurs fournisseurs de pétrole et de gaz. Et selon l'évaluation de Avivi, c'est un résultat historique et sans précédent. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est la même chose à Gaza. L'accord inclut la reconnaissance internationale que le Hamas doit être démantelé. Israël a le droit de garder ses positions jusqu'à la décision du Conseil sur ce processus. Et l'accord cadre légitime en fait la présence israélienne à long terme dans la zone tampon. Car chacun sait que le désarmement total du Hezbollah peut durer des années, voire ne jamais arriver. L'état du Hezbollah en ce moment, selon Avivi, est extrêmement mauvais. L'Iran ne peut presque pas le ravitailler. Cette semaine, les unités du génie de Tsahal ont fait exploser un immense tunnel dans le sud du Liban, 200 mètres de long, 25 mètres de profondeur et bien 20 mètres sous terre. Oui, une base souterraine pour stocker et lancer des drones contre Israël. C'est un travail de plusieurs années. Voilà, et maintenant Israël s'occupe de chercher les tunnels, d'enquêter, de vérifier, de neutraliser et de les préparer pour les explosions. Non.
Lorsque le mémorandum entre les États-Unis et l'Iran est apparu, du point de vue d'Israël, des détails importants ont été négligés. Les missiles, les organisations terroristes dirigées par l'Iran. Et voilà qu'est apparu l'accord de Manama. Les États-Unis, du côté du Golfe Persique, du 25 juin. Et le général Ovivi déclare « C'est un document d'une importance cruciale qui remet sur la table tout ce que le mémorandum avait délibérément laissé de côté. Les missiles, les drones, le soutien au proxy, le potentiel nucléaire et les demandes de compensation de la part de l'Iran envers les pays du Golfe pour les dommages spécifiques causés. Il ne s'agit plus seulement du programme nucléaire, mais d'une vision globale de l'élimination de la menace iranienne. En Israël, on a poussé un soupir de soulagement. Messieurs, encore un point. Je vais faire une petite parenthèse à propos d'Ovivi, car il est militaire et non homme politique. Pour ma part, je suis, disons, un observateur politique. Je vais vous dire que le fait qu'Israël et les pays du Golfe Persique aient désormais les mêmes objectifs, même s'ils ne coïncident pas avec ceux des Américains, mais qu'ils partagent les mêmes objectifs, les rapproche de plus en plus les uns des autres. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est important pour Israël, et lui-même. À propos de l'Iran lui-même, Ovivi a déclaré sans détour « Le régime a perdu presque tout ce qu'il a construit en 47 ans. L'armée est brisée. Le personnel des forces de missiles a été détruit à 90%. L'économie s'effondre. L'inflation atteint près de 70%. Vous imaginez ce que cela représente ? Moi, j'ai vécu une telle inflation en Israël. Tu pars au travail le matin ou tu vas faire des courses. Tu vois, quelque chose coûte 10. Tu rentres chez toi le soir même. Ça 12, ça te rend fou. Donc la direction est en fait complètement déstabilisée. Ce qui leur reste, c'est la capacité de projeter leurs forces dans les rues à l'intérieur du pays et de provoquer des incidents dans le détroit d'Ormuz. C'est catastrophiquement peu par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Dans le même temps, Israël dispose déjà d'un registre complet des cibles sur lesquelles il peut frapper rapidement, de manière décisive et avec un effet énorme. Israël est prêt techniquement et opérationnellement. La question dépend seulement de la décision et de la coordination avec les Américains. Le défi principal est désormais d'empêcher l'Iran de prolonger les négociations. De 6 jours, non, de 60 jours, pas 6, 60 bien sûr, de 60 jours. La période du mémorandum a été choisie pour une raison précise. Je cite Oviv. C'est exactement le temps nécessaire pour faire sortir les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz. Dès que cela se produira, la pression sur la flexibilité de négociation de la partie américaine diminuera. Et alors, il faudra exiger de l'Iran, avec la plus grande fermeté, des mesures concrètes, des inspections, le désarmement, l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium. Téhéran ne le fera pas de son plein gré. C'est ce que dit Vivek et c'est ce que je dis aussi. Cela signifie donc que la pression doit augmenter et non diminuer. Concernant Gaza, le travail n'est pas terminé. Tsahal élimine quotidiennement les participants à l'attaque du 7 octobre de manière systématique. Méthodiquement. L'objectif était fixé. Chaque personne qui est entrée en Israël ce jour-là sera retrouvée. Mais une fois qu'elle est retrouvée, vous savez ce qui lui arrive. En parallèle, le Hamas tente actuellement de rétablir la production de roquettes. Il faut continuer à arrêter cela. Et vive le dit, la priorité c'est le Liban. Terminer le nettoyage au nord, stabiliser la ligne et, si nécessaire, redéployer les forces vers le sud. L'objectif de l'Iran a toujours été le même. Fabriquer une arme nucléaire et ensuite, selon leurs propres mots, détruire d'abord le petit Satan, Israël, puis le grand, l'Amérique. Et ensuite étendre le régime islamiste là où il n'est pas encore établi. Eh bien, partout dans le monde, comme on dit, n'est-ce pas ? Sur notre planète. S'ils trouvent une autre planète, ils essaieront aussi là-bas. Ce n'est pas une interprétation. C'est ce que les dirigeants du régime disent eux-mêmes, ouvertement, jour après jour, quotidiennement. C'est précisément pour cela que la question du sort de ce régime n'est pas régionale. C'est une question d'ordre mondial, et Vivek dit que c'est un moment historique, et qu'il ne faut pas le laisser passer. Israël ne le laissera pas passer. Il ne partage pas les détails, la sécurité opérationnelle ne le permet pas. Mais, dit-il, c'est suffisant, le travail avance, la planification est en cours. La pression sur le régime s'intensifie sur plusieurs fronts à la fois. Et quand elle atteindra un point critique, encore une fois, Vivek ne précise pas ce que c'est. Tout se passera rapidement. Alors, messieurs, 2 dispersions de 2000.
6 millions de morts. Un État né dans le feu. Et depuis le premier jour, 78 ans. Des explosions dans les bus, des roquettes tirées depuis les écoles, une guerre de l'information financée par l'argent du pétrole qui a convaincu la jeunesse occidentale de choses qui n'ont jamais existé. On aurait dit qu'il n'y avait pas de fin aux tragédies. Mais si l'on regarde sobrement à ce jour, alors, les pays du Golfe Persique veulent coopérer avec Israël. Et des coopérations militaires, puis pétrolières, et ensuite aussi technologiques. L'Iran a perdu son armée. 90 missiles, l'ancienne direction et la stabilité économique. Et aujourd'hui, il y a peut-être un commandant clé de moins. Un détail ? C'est agréable. Le Liban reconnaît officiellement pour la première fois dans l'histoire le droit d'Israël à être présent et à assurer activement sa propre défense. Les pays du Golfe Persique exigent publiquement un désarmement total. Mais de qui ont-ils besoin pour les protéger ? Ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, soit l'Amérique qui est loin, soit Israël qui est proche. Ils veulent que l'Amérique les aide à détruire les missiles et les groupes supplétifs. Ensuite, ils envisagent une coopération avec Israël. Le Hezbollah, sans l'approvisionnement iranien, se dégrade de semaine en semaine. Et la tentative de Téhéran de jouer sur le cycle électoral américain, en quelque sorte, oui, s'est retournée exactement dans le sens opposé. L'histoire a délié les mains de Washington, au lieu de les lui lier. L'histoire, mesdames et messieurs, n'est pas linéaire. Mais elle avance. Et aujourd'hui, elle avance dans la bonne direction. Pour la première fois depuis des décennies, Israël dispose à la fois d'un potentiel militaire, d'un espace politique et d'un moment historique. Un moment historique remarquable. On a eu de la chance avec Trump. Avec la situation en Arabie Saoudite, il y a à la tête quelqu'un de plus ou moins normal. Je ne sais pas à quel point il est normal, mais il a plus ou moins l'air normal, oui. Tous les autres gars éduqués en Occident, qui sont là dans la direction, oui, ce sont des idéologues. Bon, eux, évidemment, ils jouent à toutes sortes de jeux là-bas. Ils boivent seulement quand personne ne les voit. Donc une situation étonnante est en train de se mettre en place, malgré le sentiment que, mon Dieu, tout est horrible. Il faut de la détermination pour ne pas s'arrêter à mi-chemin. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, parce que, je pense que je vous ai déjà pris beaucoup de temps. J'espère que non. J'espère que cela vous a intéressé. Ah oui, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne sur Telegram. Parce que là-bas, il y a des choses courtes, des messages, quand je n'ai pas le temps ou la possibilité. Et avant de me mettre à faire ce genre de longues vidéos. D'habitude, j'y partage toutes sortes de mes réflexions. Léon Weinstein, États-Unis, sur Telegram. Là-bas, on trouve des réactions brèves chaque jour et des liens vers de nouvelles vidéos. Voilà. On se revoit bientôt pour de nouvelles analyses.